Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans et il y a exactement un an, je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital stérile et glaciale, la peau lourdement enveloppée de denses bandes de gaz médical et les poumons brûlant violemment à cause d'une grave inhalation de fumée. Mon père était assis juste à côté de mon lit, sanglotant de manière incontrôlable dans ses mains. Il a tendu le bras, a saisi mon poignet non bandé et m'a dit que notre maison familiale avait entièrement brûlé au milieu de la nuit. Il a dit qu'il avait tout essayé pour les sauver, mais que les flammes étaient tout simplement trop intenses. Il m'a regardé droit dans les yeux, les larmes coulant sur son visage, et a dit que ma mère et mon jeune frère n'avaient pas survécu. Il a dit que j'étais la seule famille qui lui restait. J'étais complètement et totalement effondré. J'ai ressenti un niveau de culpabilité agonisante que les mots ne peuvent même pas commencer à décrire. J'étais le fils aîné. J'aurais dû les sauver. J'ai pleuré avec lui jusqu'à m'étouffer sur le tube d'oxygène, jusqu'à ce que ma poitrine me fasse physiquement mal. Mais il y a une chose énorme que mon père ne savait pas. À la seconde même où il est sorti de cette chambre d'hôpital pour aller chercher une tasse de café à la cafétéria, une femme détective s'est glissée silencieusement par la lourde porte en bois. Elle a vérifié le couloir nerveusement, a cliqué sur la porte pour la fermer derrière elle, s'est penchée incroyablement près de mon oreille et a chuchoté les mots qui allaient complètement briser ma réalité. Elle m'a dit que ma mère et mon frère n'étaient pas morts. Elle m'a dit qu'ils se cachaient dans une propriété de location de luxe, en attendant que le versement de mon énorme assurance vie soit validé. Et elle m'a dit que ma propre famille avait mis le feu pour me brûler vive dans mon lit. Maintenant, ces mêmes personnes qui ont verrouillé ma porte et m'ont laissé me transformer en cendres pourries dans des cellules de prison fédérale, me suppliant de leur pardonner. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai méthodiquement envoyé ma propre chair et mon propre sang en prison, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en une justice absolue. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où ce cauchemar a réellement commencé. Quand vous grandissez dans une maison où l'amour est strictement transactionnel, vous apprenez très tôt à survivre en étant constamment utile. Vous ne demandez pas d'affection, vous la gagnez par le travail manuel, par des notes parfaites, par une obéissance absolue. Mon père Roland était un homme qui ne se souciait que de deux choses dans ce monde entier, il se souciait d'acquérir de l'argent et il se souciait de contrôler méticuleusement la façon dont les autres le percevaient. J'étais l'enfant invisible. J'étais celui qui faisait les tâches lourdes, réparait les robinets qui fuyaient, tondait la vaste pelouse avant et payait finalement mes propres études universitaires en faisant des quarts de nuit exténuants dans un entrepôt de fournitures de béton. Je rentrais chez moi à 4 heures du matin, couvert de poussière industrielle et d'épuisement physique, pour trouver mes parents endormis. Personne ne me laissait jamais une assiette de nourriture. Personne ne me demandait jamais comment se passaient mes cours. On attendait simplement de moi que je gère ma propre vie sans les encombrer de quelque manière que ce soit. Et puis il y avait mon jeune frère, Félix. Félix était l'enfant chéri. Félix ne pouvait absolument rien faire de mal à leurs yeux. Il était le centre de tout leur univers. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec une double spécialisation en finance et en économie avec les félicitations du jury, mes parents m'ont emmené dans un restaurant local bon marché. M'ont serré la main fermement et m'ont dit qu'il était temps que je commence à leur payer un loyer mensuel pour ma chambre d'enfant. Ils ont dit que cela m'apprendrait la responsabilité. Mais quand Félix a eu 18 ans, après avoir à peine décroché son diplôme avec une moyenne médiocre et s'être fait suspendre 2 fois pour des bagarres, mon père lui a acheté une Porsche neuve. Je me souviens du jour exact où cette voiture s'est garée dans notre allée. J'étais à l'intérieur à suer sur mes livres de comptabilité avancés quand j'ai entendu le lourd rugissement du moteur de sport. Je suis sorti sur le porche et j'ai vu Félix assis derrière le volant de cette machine argentée rutilante. Mon père se tenait à côté de la vitre du conducteur, rayonnant d'une fierté sincère que je ne l'avais jamais vu me porter. Ma mère prenait des dizaines de photos de lui pour les publier en ligne. J'ai demandé à mon père comment il pouvait s'offrir ce genre de véhicule, et il m'a simplement regardé avec des yeux froids et dédaigneux. Il a dit que Félix avait besoin d'une voiture fiable et de haut standing pour son avenir. Il a dit que Félix avait le genre de charme naturel qui allait le mener loin et qu'il avait besoin de la bonne image pour sécuriser sa place dans le monde. J'ai passé toute la vingtaine à essayer désespérément de mériter ce même regard de fierté. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je réussissais assez financièrement, il finirait par me regarder de la même façon qu'il regardait Félix. C'était mon désir profond et pitoyable, je voulais juste que ma famille m'aime. Je voulais une place à leur table. Je voulais être invité à leur dîner sans qu'on me demande de réparer la plomberie pendant que j'y étais.
Cette désespérance profondément enracinée m'a rendu complètement aveugle aux monstres prédateurs qu'étaient réellement mes parents. Allongé sur ce lit d'hôpital, écoutant le bip régulier et rythmé du moniteur cardiaque, les mots de la dévisatrice résonnaient violemment dans mon crâne. Je fixais les dalles stériles du plafond blanc, mon esprit tourbillonnant totalement hors de contrôle. Ma mère était vivante. Mon frère était vivant. Mon père s'était assis là, avait regardé ma peau brûlée, avait tenu ma main bandée et m'avait menti directement en face tout en forçant de vraies larmes humides. Le niveau de manipulation sociopathique requis pour réussir ce genre de performance digne des Oscars était absolument terrifiant. Cela signifiait que chaque chose que je savais sur ma vie, mon enfance et ma lignée n'étaient qu'un mensonge méticuleusement élaboré. Alors que j'étais allongé là, piégé dans un corps brisé et immobilisé, à fixer les néons crus, j'ai réalisé que j'avais deux choix clairs, je pouvais m'effondrer, me rendre à l'horreur pure de la trahison et les laisser gagner, ou je pouvais utiliser mon cerveau analytique. Rester parfaitement silencieux, avaler mon chagrin et démolir leur monde morceau par morceau. J'ai choisi la seconde option. J'ai décidé là, sur le champ, que j'allais jouer la partie la plus longue et la plus brutale de ma vie. Mais pour vraiment comprendre pourquoi mes propres parents voulaient ma mort et me réduire en cendres, il faut comprendre l'immense toile financière qu'ils tissaient agressivement depuis des années. Je pensais que le pire était passé quand j'avais échappé aux flammes rugissantes de cette maison. Je me trompais si lourdement. Les vrais ennuis tangibles ont commencé environ 8 mois avant l'incendie de la maison. Grâce à des années de travail acharné à raison de 60 heures par semaine, j'avais enfin gravi les échelons jusqu'à un poste d'analyste financier senior dans une grande entreprise d'investissement immobilier très respectée. L'entreprise était dirigée par un homme nommé Monsieur Harrington. Monsieur Harrington était un requin de la finance à l'ancienne. Il exigeait une perfection absolue et sans compromis et payait un salaire massif pour s'assurer de l'obtenir. Je m'en sortais extrêmement bien. Je venais d'obtenir une promotion majeure et ma fiancée Clara et moi cherchions à acheter notre première maison ensemble. Clara était mon point d'ancrage. Elle était la seule personne dans ma vie qui voyait à travers la épaisse couche de vernis que ma famille essayait de présenter au monde. Elle voyait comment il me traitait et elle détestait cela. Mais elle me soutenait quand même, sachant à quel point je désirais profondément leur approbation. Mon père a vu ma nouvelle réussite et a immédiatement calculé comment il pouvait l'utiliser à son avantage. Il m'a mis la pression constamment, sans relâche, pour que je trouve un travail à Félix dans l'entreprise de Harrington. Félix avait abandonné 2 universités différentes, n'avait jamais gardé un travail plus de 3 mois et vivait actuellement confortablement dans le sous-sol de mes parents. Il accumulait d'énormes dettes de cartes de crédit que mon père remboursait secrètement pour protéger le score de crédit de Félix. Mon père m'appelait chaque jour. Les conversations étaient toujours des culpabilisations agressives masquées en conseils paternels. Il me disait que le sang est plus dense que l'eau. Il disait qu'il était de mon devoir fondamental en tant que frère aîné ayant réussi d'aider Félix à se constituer une retraite, à obtenir un salaire d'entreprise digne de ce nom et à remettre sa vie sur les rails. Il me rappelait tous les sacrifices financiers qu'ils avaient faits pour m'élever. Comme un idiot fini, désespéré d'obtenir l'approbation éphémère de son père, j'ai complètement cédé. J'ai liquidé tout mon capital politique chèrement acquis au travail et j'ai littéralement supplié Monsieur Harrington de donner à Félix un poste de comptable débutant dans un service subordonné. Ce fut la plus grande, la plus catastrophique erreur de toute ma vie. Félix s'est avéré être un désastre absolu dès le premier jour. Il arrivait avec 40 minutes de retard presque tous les jours. Il partait tôt pour aller à la salle de sport et traitait le bureau comme son propre club privé. Clara m'avait prévenu très tôt. Nous prenions un café dans ma cuisine un matin avant le travail. Elle m'a regardé d'un air complètement neutre et a pointé du doigt les signaux d'alarme flagrants. Elle m'a demandé comment Félix pouvait conduire une Porsche de luxe pour un poste débutant où il gagnait peut-être 50 000 $ par an avant impôt. Elle m'a demandé comment il payait le carburant premium, sans parler des primes d'assurance astronomiques pour un jeune homme de 20 ans conduisant une voiture de sport. J'ai balayé cela d'un revers de main. J'étais dans un déni profond. Je lui ai dit que mes parents vidaient probablement secrètement leurs économies pour financer son mode de vie juste pour garder les apparences. Puis est venu le dîner de Thanksgiving de l'enfer. Clara et moi étions assis à la longue table à manger en acajou poli avec mes parents, Félix et mon oncle Gideon. L'oncle Gideon était le frère aîné de mon père. Il jouait toujours le rôle du faiseur de paix doux, gentil et réservé. Chaque fois que mon père devenait agressif ou commençait à crier, Gideon me tirait à l'écart, me tapotait l'épaule et me disait de simplement être la personne la plus raisonnable et de maintenir la paix.
Pendant ce dîner, la tension était étouffante. J'ai essayé d'annoncer fièrement ma récente promotion et le fait que Clara et moi commencions officiellement le processus de préapprobation de notre hypothèque. Avant même que je ne puisse finir ma phrase, ma mère a cliqué sèchement sur son verre de vin en cristal avec une cuillère en argent. Elle m'a complètement coupé la parole, sa voix devenant stridente et impérieuse, et a annoncé à la table que Félix venait de signer les papiers pour un tout nouvel appartement Penthouse ultra luxueux en centre-ville. Mon père a immédiatement levé son verre, rayonnant de fierté, et a porté un toast aux mouvements immobiliers brillants de Félix et à son sens naturel des affaires. Clara m'a serré la cuisse sous la table si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Je pouvais la sentir bouillonner d'une colère blanche pour moi. Je suis juste resté là à mâcher ma dinde, me sentant complètement invisible. Quelques semaines plus tard, la grande illusion a éclaté en 1 million de morceaux acérés. Je restais tard au bureau un vendredi soir pour effectuer un audit obligatoire de routine sur certains des comptes séquestres que Félix était censé gérer. J'ai extrait les tableurs sécurisés, et les chiffres ne correspondaient simplement pas. Des colonnes entières de données financières avaient disparu. Des virements bancaires massifs étaient redirigés hors des comptes séquestres des clients et disparaissaient dans des comptes fantômes complètement non documentés. J'ai creusé plus profondément, accédant aux journaux bancaires bruts, et j'ai trouvé un trou béant dans les réserves de capital de l'entreprise. Félix n'était pas seulement mauvais dans son travail, il détournait activement et systématiquement de l'argent, des millions de dollars. J'ai imprimé les journaux, pris mes clés et conduit directement chez mes parents. Je n'ai pas frappé, je suis entré brusquement et j'ai marché droit vers le bureau de mon père. J'ai jeté la lourde pile de tableurs imprimés violemment sur son lourd bureau en chêne. Mon père n'a pas sursauté. Il n'a pas eu l'air surpris. Il n'a pas crié sur Félix, qui était assis sur le canapé en cuir en train de jouer à un jeu sur son téléphone. Au lieu de cela, mon père m'a regardé avec des yeux froids, morts, de reptile. Il s'est adossé dans son fauteuil exécutif en cuir et m'a dit d'une voix complètement calme que je devais régler cela. Il m'a dit que j'avais les accès système exécutif senior requis pour déplacer l'argent de l'entreprise et couvrir définitivement les traces de Félix. J'ai senti le sang se vider de mon visage. J'ai refusé. Je lui ai dit que M. Harrington faisait venir des auditeurs externes incisifs à la fin du mois. Et que si je couvrais un vol de plusieurs millions de dollars, c'est moi qui ferais face à un procès massif et j'irais en prison fédérale pour fraude d'entreprise. Mon père s'est levé lentement, a fait le tour du bureau et a posé sa lourde main sur mon épaule. Sa prise était douloureusement serrée. Il a dit, la famille protège la famille à tout prix. Il a dit que si je laissais Félix tomber pour cela, le scandale public qui en résulterait ruinerait la réputation immaculée de mes parents dans la communauté, détruirait la santé fragile de ma mère et traînerait notre nom de famille dans la boue. Puis l'oncle Gideon, qui était assis silencieusement dans le coin, sirotant un verre de scotch coûteux, est intervenu, il a dit d'une voix douce, incroyablement raisonnable. Qu'un gars intelligent et capable comme moi trouverait sûrement un moyen de porter le chapeau pour une mineure erreur comptable sans faire de prison ferme. Il voulait que je prenne le blâme. Il voulait que je sacrifie ma carrière immaculée, mon mariage à venir avec Clara et ma liberté réelle pour que l'enfant chéri puisse continuer à conduire sa Porsche et à vivre dans son Penthouse. J'ai regardé les trois. L'arrogance pure était étouffante. Je leur ai dit absolument pas. Je leur ai dit que Félix était livré à lui-même. Je me suis retourné, je suis sorti de cette maison et j'ai claqué la lourde porte d'entrée si fort que le verre décoratif a tremblé. Au cours des semaines suivantes, l'atmosphère autour de ma famille est devenue complètement empoisonnée. Ma mère a totalement arrêté de répondre à mes appels. Mon père a commencé à se présenter à mon appartement sans prévenir, frappant agressivement à ma porte et exigeant que je me connecte au serveur pour corriger les chiffres avant l'audit. J'ai tenu bon. Je leur ai dit que les auditeurs devaient examiner les serveurs de sauvegarde physique hautement chiffrés que je gardais temporairement dans mon bureau à domicile d'ici la fin de la semaine. Je pensais qu'ils finiraient par réaliser qu'ils avaient perdu et engageraient un avocat de la défense pour Félix. J'avais fortement sous-estimé la profondeur de leur dépravation. La nuit précédant l'incendie, Clara était hors de la ville pour rendre visite à sa sœur à Chicago. J'étais seul à la maison, épuisé et complètement stressé. Mon meilleur ami d'enfance, Simon, est passé au hasard vers 21h. Simon et moi nous connaissions depuis plus de 10 ans. Nous avions grandi en jouant au baseball ensemble. J'avais même aidé à payer son loyer à quelques reprises lorsqu'il luttait pour trouver du travail. Il a frappé à la porte, a demandé une bière et a traîné dans mon salon.
Mais Simon semblait incroyablement nerveux, il suait, vérifiait constamment son téléphone et changeait de position sur mon canapé. Puis il a commencé à me poser des questions étranges, incroyablement spécifiques sur mon système de sécurité domestique. Il a demandé si mes caméras extérieures étaient connectées à un serveur cloud ou à un disque dur local à l'intérieur de la maison. Il a demandé si mes détecteurs de fumée étaient câblés dans le plafond ou simplement à pile. J'ai trouvé cela incroyablement curieux, mais j'étais tellement épuisé par l'audit d'entreprise imminent au travail que mon cerveau n'a tout simplement pas traité le danger imminent. J'ai répondu aveuglément à ces questions, fini ma bière, et il est parti brusquement sans dire au revoir. Plus tard cette nuit-là, vers 23h30, j'ai réalisé que j'avais du courrier important qui avait été livré par erreur chez moi au lieu de chez mes parents. C'était un document fiscal confidentiel. Et malgré la guerre absolue qui se déroulait entre nous, j'ai décidé de conduire jusque là-bas et de le déposer dans leur boîte aux lettres juste pour le sortir de chez moi et de mon esprit. Alors que je garais ma voiture au bord de leur allée entretenue, j'ai vu mon père charger 3 valises extrêmement grandes et lourdes dans le coffre massif de sa Rolls-Royce. Ma mère et Félix se tenaient sur le porche dans le noir, se chuchotant frénétiquement. Lorsque mes phares ont balayé l'allée et les ont éclairés, ils se sont figés comme des cerfs pris dans les feux d'une voiture. Ma mère a pratiquement poussé Félix dans la maison et a claqué la porte d'entrée. Mon père a rapidement refermé le coffre de la Rolls-Royce et s'est avancé vers la vitre de mon côté conducteur avec un faux sourire remarquablement tendu. Il a dit qu'il faisait juste du rangement de printemps tardif et qu'ils apportaient de vieux vêtements d'hiver au conteneur de don à minuit avec des bagages rigides haut de gamme. Je lui ai tendu le courrier par la fenêtre. Mon estomac était noué par des nœuds douloureux et serrés. Chaque instinct biologique de mon corps me hurlait que quelque chose tournait terriblement, fondamentalement mal. Mais mon cerveau logique refusait simplement d'accepter que ma propre chair et mon propre sang soient capables d'un mal prémédité pur. Je suis rentré chez moi, j'ai verrouillé mes peines dormants, j'ai activé mon alarme de sécurité et je suis allé me coucher. Je n'avais absolument aucune idée que j'allais me réveiller en enfer. Je me suis réveillé avec l'odeur étouffante et horrible de plastique brûlé et d'essence brute. L'horloge numérique sur ma table de nuit affichait 2h14 du matin. La pièce était déjà embrumée par une fumée noire, épaisse et roulante. La chaleur appuyant contre les murs de la chambre était absolument étouffante. Je me suis sauté du lit, toussant violemment, et je me suis précipité vers la porte de ma chambre. J'ai saisi la poignée en laiton et elle a instantanément brûlé la peau de la paume de ma main. J'ai hurlé d'une douleur pure, j'ai attrapé un t-shirt en coton lourd sur le sol, je l'ai enroulé fermement autour de ma main couverte de cloques et j'ai tourné la poignée avec force. La porte ne s'ouvrait pas. Elle était bloquée solidement, non pas simplement coincée par la chaleur qui dilatait le bois, mais physiquement calée et verrouillée depuis le couloir extérieur. Quelqu'un m'avait délibérément barricadé à l'intérieur de ma chambre. Une panique pure, non filtrée, m'a frappé comme un train de marchandises. J'ai jeté tout mon poids corporel contre la lourde porte en bois encore et encore, me meurtrissant l'épaule jusqu'à l'os, mais elle n'a pas bougé d'un seul millimètre. La fumée pénétrait rapidement par la fissure du bas, portant l'odeur chimique lourde et distincte d'un accélérant. Quelqu'un avait versé des litres d'essence juste devant la porte de ma chambre. Cet incendie n'était pas un court-circuit électrique, c'était une exécution planifiée. Je me suis détourné de la porte et j'ai couru vers la fenêtre. Ma chambre était au 2e étage. Les flammes léchaient déjà violemment le côté de la maison, brisant les fenêtres en verre du salon directement en dessous de moi. J'ai attrapé une lourde lampe de bureau en métal et j'ai brisé violemment la fenêtre de ma chambre. L'afflux soudain d'oxygène frais a alimenté le feu à l'extérieur, et un mur de chaleur brûlante a déferlé dans la pièce, me roussissant les sourcils et me brûlant le visage. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Le plancher sous mes pieds devenait trop chaud pour y rester debout. Je suis monté sur le rebord de la fenêtre, j'ai regardé dans le jardin noir comme de l'encre et je me suis jeté dans les ténèbres. J'ai percuté le sol incroyablement fort. L'impact a envoyé un craquement sec et nauséabond résonner dans ma jambe droite. Une douleur aveuglante a explosé le long de ma colonne vertébrale. Mon tibia était cassé nettement en deux, l'os dentelé appuyant dangereusement contre ma peau. J'ai enfoncé mes coudes dans la terre et je me suis traîné sur l'herbe mouillée, tirant mon corps lourd et brisé loin de l'enfer rugissant. Tout le premier étage était un mur massif de flammes oranges et rouges. La chaleur était si puissamment intense qu'elle faisait fondre le revêtement en vinyle de la maison de mon voisin de l'autre côté du jardin. Je suis resté allongé là sur la pelouse, hurlant à l'aide, hurlant pour que quelqu'un appelle le 911. Mon voisin âgé, Marcus, est sorti en courant de sa maison en peignoir,
traînant un tuyau d'arrosage, l'air absolument terrifié. Les camions de pompiers sont arrivés quelques minutes plus tard, leurs sirènes perçant la nuit. Les ambulanciers se sont précipités, m'ont attaché à une planche dorsale rigide, m'ont injecté de lourds analgésiques et m'ont chargé à l'arrière de l'ambulance. Alors que les lourdes portes se fermaient, j'ai regardé par la petite fenêtre ma maison, mon bureau à domicile et les serveurs de l'entreprise contenant toutes les preuves physiques de l'audit brûlées entièrement jusqu'aux cendres. 3 jours plus tard, je me suis réveillé à l'hôpital. Cela nous amène au moment exact où mon père s'est assis près de mon lit et a livré sa performance larmoyante digne d'un prix. Il m'a dit que ma mère et Félix étaient venus me voir cette nuit-là et qu'ils s'étaient retrouvés piégés dans l'incendie. Il a pleuré de vraies larmes. Il a tenu ma main bandée. Puis la détective Nadia est entrée. Elle était incisive, hautement professionnelle et ne laissait absolument passer aucun écart à personne. Après que mon père a quitté la pièce, elle m'a donné la vérité brute et non filtrée. Elle m'a dit que le capitaine des pompiers avait trouvé des preuves incontestables d'un incendie criminel extrême et prémédité et multiples points d'allumage. De l'essence versée spécifiquement autour des sorties et fortement concentrée devant la porte de ma chambre. Mais le plus grand coup de théâtre a été les corps, ou plutôt l'absence totale de corps. Les enquêteurs judiciaires ont méticuleusement peigné les cendres, il n'y avait aucun reste humain dans cette maison. Aucun. Ma mère et mon frère n'étaient pas morts. Nadia a sorti son téléphone et m'a montré un arrêt sur image d'une caméra de circulation de l'autoroute d'État située à 60 km de chez moi. L'horodatage indiquait 1h45 du matin. Il montrait la Rolls-Royce de mon père et la Porsche de Félix roulant en parfait tandem vers la frontière de l'État. Ils avaient fait leur bagage, m'avaient enfermé dans ma chambre, avaient mis le feu à la maison et étaient simplement partis en voiture pendant que je brûlais. Je me suis senti physiquement mal. La trahison était si profonde, si profondément monstrueuse. J'avais l'impression qu'on m'avait ouvert la poitrine avec un couteau rouillé. Ma propre mère, mon propre père, mon propre frère. Ils s'étaient assis autour d'une table et avaient décidé que ma vie valait moins que la liberté de Félix. Mais cela est devenu pire. La campagne d'isolement psychologique a commencé immédiatement. Mon père est revenu à l'hôpital 1 heure plus tard. Il s'est immédiatement plaint auprès de l'administration de l'hôpital et a renvoyé la gentille infirmière qui m'avait été assignée, en exigeant une nouvelle. Il a pris mon téléphone portable personnel, prétendant qu'il avait été complètement détruit dans l'incendie et qu'il m'en achèterait un nouveau plus tard. Il s'est physiquement installé dans le fauteuil à côté de mon lit et a refusé agressivement de me laisser recevoir des visites. Je l'ai entendu dehors dans le couloir parler au médecin, insistant sur le fait que je souffrais d'un TSPT sévère et que j'avais besoin de sédatifs puissants pour rester calme. Il essayait activement de me droguer pour me plonger dans la stupeur afin que je ne puisse pas parler à la police ou à un avocat. Heureusement, Clara est une force de la nature absolue. Elle a forcé le passage devant la sécurité de l'hôpital, ignorant complètement les bruyantes protestations de mon père, et a marché directement dans ma chambre. Elle a jeté un coup d'œil à mon père et lui a dit de sortir immédiatement ou elle le ferait arrêter pour violation de domicile. Le masque de mon père a glissé pendant juste une fraction de seconde. Ses yeux sont devenus froids et furieux, mais il a quitté la pièce. J'ai saisi la main de Clara fermement et je lui ai tout dit de ce que la détective Nadia m'avait chuchoté. Clara n'a pas pleuré. Elle n'a pas paniqué. Elle est passée en mode de combat entièrement calculé. Nous avons réalisé que nous devions communiquer en toute sécurité sans que mon père ne le sache. Clara est partie et est revenue 1 heure plus tard, elle a acheté un téléphone jetable bon marché et l'a caché profondément dans une boîte de mouchoirs sur ma table de nuit. Le lendemain, mon meilleur ami, Simon, est venu me voir. Mon père l'a réellement laissé entrer, ce qui a immédiatement déclenché de grands signaux d'alarme dans ma tête. Simon se tenait au pied de mon lit d'hôpital, l'air incroyablement mal à l'aise. Il m'a donné un sourire triste et a parlé de la façon dont c'était profondément tragique que j'ai perdu ma famille. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que la maison soit partie en flammes si vite. Puis Simon a commis une erreur fatale majeure, il s'est appuyé contre le rebord en métal du lit et a dit « Mec, c'est fou ». Le capitaine des pompiers a dit aux infos locales que le feu avait commencé dans la cuisine, mais je sais que ta chambre a brûlé en premier. Je n'arrive pas à croire que tu sois sorti par cette fenêtre. Mon sang est devenu glacé. La police n'avait publié aucune information au public sur l'endroit où le feu avait réellement commencé. La détective Nadia m'avait explicitement dit qu'il gardait les points d'origine hautement confidentiels pour éliminer les fausses confessions. Les rapports de presse disaient seulement qu'une maison avait brûlé.
Il n'y avait absolument aucun moyen que Simon sache que le feu avait commencé juste devant la porte de ma chambre à moins qu'il ne soit là, à moins qu'il ne soit celui qui avait versé l'essence. J'ai regardé un homme que j'avais considéré comme un frère pendant 10 ans. Je me suis souvenu qu'il m'avait posé des questions nerveusement sur mes détecteurs de fumée. J'ai réalisé que mon père avait payé mon meilleur ami pour m'assassiner. J'ai gardé le visage complètement neutre. J'ai hoché la tête lentement, j'ai dit à Simon que j'étais épuisé par les analgésiques et je lui ai demandé de partir. Dès que la lourde porte a cliqué en se fermant, j'ai sorti le téléphone jetable de la boîte de mouchoirs et j'ai envoyé un SMS furieux à Clara et à la détective Nadia. La toile de la trahison était massive, et j'étais assis pile au centre. J'ai décidé que je n'étais plus la victime tragique de leur histoire tordue. J'allais être l'architecte de leur destruction totale. Pour attraper un prédateur, il faut faire le mort. J'ai passé les 4 jours exténuants suivants à prétendre que les sédatifs de l'hôpital détruisaient complètement mon esprit. Chaque fois que mon père était dans la pièce, je gardais les yeux mi-clos. Je mâchais délibérément mes mots. Je le laissais me nourrir d'une terrible soupe d'hôpital comme un enfant impuissant. Il me fallait jusqu'au dernier gramme de maîtrise de soi dans mon corps brisé pour ne pas enrouler mes mains autour de sa gorge et lui ôter la vie là, sur le champ. Parce que mon père croyait vraiment que j'étais lourdement drogué, il est devenu négligent. Il a commencé à prendre des appels téléphoniques hautement confidentiels dans ma chambre, supposant que j'étais trop lourdement médicamenteux pour traiter un seul mot de ces conversations. Je restais là à respirer régulièrement, à l'écouter mener ses sombres affaires. C'est exactement comme cela que j'ai appris l'existence de Monsieur Wallace. Wallace était un avocat d'affaires très puissant et incroyablement cher, spécialisé dans les réclamations d'assurance massive et le droit des successions. Mon père arpentait la pièce de long en large près de la fenêtre de l'hôpital, se disputant fort sur son téléphone portable. Il était furieux. Je l'ai entendu dire, « Comment ça, le versement est gelé. La maison a disparu. Le serveur physique est en cendres. Traitez simplement cette maudite succession et la police d'assurance vie. » Il a marqué une pause, écoutant Wallace à l'autre bout, puis a répliqué agressivement, « Je me fiche que Julien ait survécu. Ce n'était pas le plan initial, mais nous nous adaptons. Vous m'obtenez la garde légale de sa tutelle médicale, et je falsifierai l'autorisation de déblocage des fonds s'il le faut. Assurez-vous simplement que Béatatrice et Félix restent strictement hors de vue au complexe jusqu'à ce que l'argent soit sur les comptes et que nous puissions sécuriser les papiers de divorce des fausses identités. » Il a hâtivement noté quelque chose, a glissé un morceau de papier hors de la poche de sa veste de costume, l'a regardé, puis l'a chiffonné et l'a jeté dans la poubelle avant de quitter la pièce pour aller déjeuner. La seconde même où il est parti, j'ai fait basculer ma bonne jambe violemment hors du lit. J'ai ignoré la douleur vive dans mon tibia cassé, j'ai attrapé mes béquilles en aluminium et je me suis traîné jusqu'à la poubelle. J'ai fouillé dans les gazes sanglantes et le matériel médical jeté et j'ai sorti le morceau de papier chiffonné. C'était un reçu imprimé pour un domaine de luxe privé et hautement sécurisé dans un état voisin, réservé sous le nom de jeune fille de ma mère. J'ai pris une photo nette du reçu et je l'ai envoyé directement à la détective Nadia en utilisant le téléphone jetable caché dans ma boîte de mouchoirs. Pendant que je rassemblais des renseignements critiques depuis mon lit d'hôpital, Clara remuait des montagnes à l'extérieur. Elle a organisé une réunion privée informelle avec Monsieur Harrington dans son club privé exclusif. Clara a étalé les faits bruts et indiscutables, elle lui a parlé de l'incendie, des serveurs physiques manquants et de la disparition soudaine et très suspecte de Félix. Harrington est un homme d'affaires impitoyable qui déteste absolument qu'on lui vole quelque chose. Il a immédiatement fait intervenir son équipe privée de comptables judiciaires et les a fait creuser agressivement dans les sauvegardes cloud à distance de l'ordinateur de travail de Félix, des sauvegardes dont mon père ne soupçonnait pas l'existence parce qu'il ne comprenait que le matériel physique. Clara m'a rendu visite cette nuit-là, bien après les heures de visite. Elle s'est glissée devant le poste des infirmières en portant une blouse médicale qu'elle avait empruntée à une amie qui travaillait au service de chirurgie. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, le visage complètement pâle, et m'a tendu un dossier imprimé épais. La vérité était tellement pire qu'une simple erreur comptable, Félix n'avait pas seulement perdu un peu d'argent. Il avait systématiquement, au cours de 6 mois, détourné plus de 5 millions de dollars de fonds séquestres de l'entreprise vers des comptes offshore introuvables. Mon père était le cerveau derrière les sociétés écrans recevant l'argent volé. L'audit d'entreprise imminent aurait sans aucun doute envoyé mon père et mon frère en prison fédérale pour des décennies. Ils avaient brûlé ma maison pour détruire les serveurs physiques et la traçabilité détaillée des papiers que je gardais verrouillés dans mon bureau à domicile.
Mais pourquoi verrouiller ma porte? Pourquoi chercher intentionnellement à me tuer? Pourquoi ne pas simplement brûler la maison pendant que j'étais au bureau à gagner mon salaire? Clara a tourné silencieusement la deuxième page du dossier. C'était un document de police d'assurance vie dûment notarié. Plusieurs mois auparavant, mon père avait parfaitement falsifié ma signature et souscrit une police d'assurance vie de 10 millions de dollars sur ma tête, se désignant comme le seul bénéficiaire en cas de décès accidentel. Il avait utilisé mes coordonnées personnelles, mon numéro de sécurité sociale et une fausse adresse email pour la configurer. Le plan maître était brillant dans sa pure noirceur sociopathique, brûler les preuves matérielles du vol d'entreprise de 5 millions de dollars, me brûler vif au passage, réclamer le versement de l'assurance vie de 10 millions de dollars. Utiliser la moitié de cet argent du sang pour remplacer discrètement les fonds volés de l'entreprise avant que les enquêteurs fédéraux ne s'en rendent compte, et garder les 5 autres millions pour vivre comme des rois. Ils avaient engagé Simon pour bloquer la porte de ma chambre et répandre l'accélérant parce qu'il devait d'énormes sommes d'argent à mon père à cause d'une mauvaise dette de jeux sportifs. Ils avaient mis en scène la mort tragique et incendiaire de ma mère et de mon frère pour qu'ils puissent vivre dans le luxe en dehors des radars pendant que la poussière juridique retombait et que les chèques étaient encaissés. Ils avaient regardé ma vie, mon avenir et mon mariage à venir avec Clara, et ils avaient collectivement décidé que c'était un troc parfaitement équitable pour une pile d'argent liquide et la liberté de Félix. J'ai regardé Clara. Elle avait des larmes dans les yeux, non pas de tristesse, mais d'une rage pure, non filtrée et aveuglante. Je lui ai rendu le dossier. Ma poitrine semblait incroyablement serrée, mais mon esprit était plus aiguisé et plus clair qu'il ne l'avait jamais été au cours de mes 32 années d'existence. Le fils faible et désespéré qui voulait seulement l'amour de ses parents était mort dans cet incendie rugissant. L'homme assis dans ce lit d'hôpital était quelqu'un de complètement différent. J'ai dit à Clara d'appeler la détective Nadia immédiatement, nous avions le mobile financier solide, nous avions l'emplacement exact de ma mère et de mon frère, nous avions les preuves en béton armé de la fraude à l'assurance. Il était temps d'arrêter de jouer la défense. Il était temps de partir en guerre. Le lendemain matin, mon père est entré d'un pas vif dans ma chambre d'hôpital avec un presse-papier lourd et un stylo. Il a affiché son meilleur visage de père aimant et tragique. Il s'est assis, a tapoté ma jambe et m'a dit qu'il était temps de signer les formulaires de déblocage de l'assurance pour que nous puissions enfin commencer à reconstruire nos vies brisées. Il m'a tendu le stylo, complètement inconscient du fait que les murs se refermaient rapidement sur lui. J'ai regardé le stylo. Puis j'ai levé les yeux vers mon père. J'ai souri. J'ai pris le lourd stylo en argent des mains de mon père. J'ai regardé la pile dense et intimidante de documents juridiques reposant sur mon plateau d'hôpital en plastique. Ce n'étaient pas simplement des formulaires de sortie médicale standard ou de la paperasse administrative d'hôpital de base, c'étaient des papiers financiers en béton armé ultra spécifiques rédigés par des avocats extrêmement chers. Ils étaient conçus pour autoriser officiellement le déblocage d'une police d'assurance vie de 10 millions de dollars tout en lui transférant directement la garde légale de mes biens et ma tutelle médicale continue. En signant ces pages blanches impeccables, je renoncerai effectivement à ma propre justice, je remettrai à mes prétendus meurtriers un billet d'or vers le luxe absolu et une liberté permanente. Mon père se tenait juste au-dessus de mon lit d'hôpital, sa respiration courte et incroyablement rapide. Ses yeux suivaient chacun de mes mouvements comme un loup affamé observant un cerf blessé et impuissant dans les bois. Il pensait vraiment avoir complètement gagné la partie. Il a regardé mes bras lourdement bandés, ma jambe droite brisée élevée sur une attelle médicale rigide, et mon visage meurtri et brûlé. Il ne voyait rien d'autre qu'un pion brisé, lourdement médicamenteux, bien trop aveuglé par la douleur physique et un chagrin émotionnel profond pour voir le couteau massif planté solidement dans son dos. Il pensait que j'étais juste un fils en deuil, désespéré de retrouver le dernier morceau restant de sa famille. J'ai débouché le stylo. J'ai posé la pointe en métal directement sur la ligne de signature en bas de la première page. Je pouvais sentir son sombre soulagement émaner de lui par vagues absolues. L'odeur de son parfum sur mesure coûteux se mélangeait violemment à l'odeur dure et stérile de l'antiseptique d'hôpital, me donnant envie de vomir. J'ai signé mon nom, mais je n'ai pas utilisé ma signature réelle et légalement contraignante, j'ai utilisé une variation mal faite, dentelée et entièrement incorrecte que n'importe quel expert en écriture judiciaire compétent. Auditeur bancaire ou greffier juridique marquerait immédiatement comme ayant été signé sous une contrainte physique extrême ou une lourde sédation médicale. C'était une signature complètement invalide, légalement inutile, qui n'aurait aucun poids devant un tribunal réel. Mais mon père était beaucoup trop arrogant, beaucoup trop aveuglé par sa propre cupidité insatiable pour remarquer la différence subtile et délibérée dans l'encre.
Il a arraché le lourd presse-papier en bois la seconde absolue où l'encre a séché sur la dernière page. Il vibrait pratiquement d'une sombre excitation maniaque. Il a tapoté mon épaule non blessée avec une démonstration de fausse affection paternelle nauséabonde. Il m'a donné un grand sourire creux qui n'atteignait pas ses yeux froids et m'a dit qu'il devait aller rencontrer son avocat d'affaires haut de gamme, Monsieur Wallace, pour finaliser les transferts de propriété et assurer notre sécurité financière à long terme. Il a eu l'audace absolue d'avoir le culot de me dire qu'il reviendrait plus tard dans la soirée avec une épaisse pile de brochures immobilières haut de gamme pour que nous puissions choisir une nouvelle maison sur où vivre ensemble, loin des mauvais souvenirs. Je l'ai regardé se retourner et sortir avec assurance de la chambre d'hôpital. Sa posture était parfaitement droite, ses épaules tirées en arrière dans une victoire totale. Ses chaussures en cuir coûteuses cliquaient en rythme contre le sol en linoléum poli. Il était complètement, béatement inconscient du piège en acier massif qui allait se refermer violemment sur sa jambe. La seconde absolue où la lourde porte en bois a cliqué en se fermant derrière lui, toute l'atmosphère de la pièce a changé. Clara est entrée rapidement depuis le couloir attenant, suivie de près par la détective Nadia et un inspecteur de police senior nommé le détective Harrison. Harrison était un vieux flic vétéran profondément cynique qui avait d'abord, et de manière assez agressive, suspecté que j'aurais pu déclencher l'incendie moi-même pour réclamer un versement d'assurance frauduleux. Mais après avoir vu les preuves numériques dures et indiscutables que Clara et Monsieur Harrington avaient extraites directement des serveurs cloud d'entreprise, Harrison était pleinement, férocement de notre côté. Il m'a regardé avec un respect nouveau. La détective Nadia a immédiatement verrouillé la porte de l'hôpital et a tiré les lourds stores d'intimité sur les grandes fenêtres donnant sur le couloir. Elle s'est avancée vers le côté de mon lit et a étalé une série de photos de surveillance haute résolution horodatées sur ma fine couverture d'hôpital. La division cybernétique de la police d'État avait réussi à tracer la plaque d'immatriculation de la Porsche argentée de Félix en utilisant un vaste réseau de caméras de péage autoroutier et de lecteurs de plaques automatisés. Ma mère et mon frère détourneurs de fonds se cachaient actuellement dans une vaste villa de luxe hautement isolée nichée profondément dans la région montagneuse à environ 3 heures au nord des limites de la ville. La propriété était une véritable forteresse, entièrement équipée de portes de sécurité privées, de hauts murs en pierre et d'un système de surveillance de pointe. Elle avait été louée des mois à l'avance sous une fausse LLC d'entreprise que mon père avait stratégiquement configurée il y a des années pour cacher ses biens personnels pendant une brève période où ma mère le menaçait d'un divorce houleux à cause de ses dépenses agressives. Nadia m'a regardé avec une expression mortellement sérieuse, sans cligner des yeux. Elle m'a expliqué que mon père revenait effectivement à l'hôpital ce soir-là, mais absolument pas avec des brochures immobilières. La division cybernétique de la police avait réussi à intercepter et décoder un SMS que mon père avait envoyé à un téléphone jetable prépayé situé à la Villa 2. Montagne. Le message intercepté se lisait exactement ainsi, les papiers sont signés. Je règle le dernier détail ce soir. Faites les bagages et soyez prêts à bouger avant le lever du soleil. Le dernier détail, c'était moi. Mon père n'allait pas attendre que l'administration de l'hôpital me laisse sortir officiellement sous sa garde, c'était un homme calculateur, impitoyable, qui comprenait la gestion des risques mieux que quiconque. Il réalisait que plus je restais en vie dans ce lit d'hôpital, plus le risque mathématique devenait élevé qu'un chercheur d'assurance trop ambitieux ou un auditeur d'entreprise fédérale commence à relier les points entre les fonds détournés et le très pratique incendie de maison. Il revenait pour finir le travail qu'il avait commencé, il revenait pour assassiner son propre fils. Ce soir-là, l'étage des soins intensifs de l'hôpital était d'un calme suspect, inconfortable. Clara m'avait embrassé le front, m'avait serré la main fermement et avait quitté le bâtiment pour attendre en sécurité dans un camion de poste de commande mobile de la police garé 3 pâtés de maisons plus loin dans une ruelle sombre. La détective Nadia et le détective Harrison se cachaient silencieusement dans la salle de bain privée attenante à ma suite d'hôpital. La porte était entr'ouverte de juste une fraction de centimètre pour leur donner une ligne de vue claire et sans obstacle sur mon lit. Je restais seul dans le lit d'hôpital. Les néons du plafond étaient baissés incroyablement bas, projetant de longues ombres étranges à travers la pièce. Le moniteur cardiaque bipait dans un schéma lent, régulier, agonisamment rythmé. Chaque minute semblait être une heure exténuante. Mes paumes suaient abondamment sous la lourde gaze médicale. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais je forçais ma respiration à rester lente et régulière. À 21h14 précise, la lourde porte de ma chambre s'est lentement ouverte. Mon père est entré. Il n'avait aucune brochure dans les mains.
Il n'avait pas d'ours en peluche de la boutique de cadeaux ni de bouquet de fleurs, il avait une petite fiole en verre sans marque et une seringue médicale spécialisée glissée en sécurité dans la paume de sa main droite. J'ai gardé les yeux fermés, contrôlant consciemment ma respiration pour simuler parfaitement un sommeil lourd, profond, induit par les médicaments. J'ai écouté ses chaussures coûteuses tapoter doucement contre le sol alors qu'il s'approchait. Il s'est avancé juste à côté de mon lit. Je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps. J'ai senti sa main saisir doucement le tube en plastique transparent de ma voie intraveineuse. Il était complètement, terrifiamment silencieux. Il n'y avait absolument aucune hésitation dans ses mouvements fluides. Il n'y a eu aucun dernier moment de remords paternel, aucune hésitation morale, aucun pardon chuchoté dans le noir, il opérait purement sur un froid instinct de survie reptilien et une cupidité sans fin. Il a inséré l'aiguille en métal acérée de la seringue directement dans le port en caoutchouc souple et s'est préparé à injecter une dose mortelle, complètement introuvable, de quel que soit le poison spécialisé qu'il avait réussi à acquérir sur le marché noir. J'ai ouvert les yeux, tourné la tête lentement sur l'oreiller et regardé directement son visage. Ses yeux se sont grandement ouverts sous le choc d'une paralysie absolue. Il s'est figé complètement, son pouce reposant lourdement sur le piston de la seringue, incapable de traiter les données que son cerveau recevait. Avant que son esprit ne puisse commencer à comprendre la réalité horrible que j'étais pleinement éveillé, complètement lucide et en train de le fixer droit dans les yeux, la porte de la salle de bain a été violemment enfoncée. Le détective Harrison a bondi à travers la chambre d'hôpital comme un train fou. Il a attrapé mon père par le col de sa veste de costume sur mesure coûteuse et l'a plaqué visage premier contre le mur en béton massif avec un bruit lourd et nauséabond. La seringue en verre a cliqueté sans faire de dégâts sur le sol en linoléum, roulant sous le lit d'hôpital. La détective Nadia a dégainé son arme de service, visant carrément le centre du dos de mon père, et lui a hurlé de rester au sol et de montrer ses mains vides. Mon père a hurlé sous le coup d'une panique soudaine. Il s'est débattu violemment contre le mur dur et a exigé agressivement de parler à son avocat. Il a crié qu'il était un homme d'affaires très respecté, un pilier de la communauté locale, et que c'était une démonstration brute de violence policière sévère. Harrison a complètement ignoré sa pitoyable colère, il a simplement tiré les bras de mon père avec force derrière son dos, lui a passé de lourdes menottes en acier froid au poignet et a commencé à lui lire ses droits Miranda d'une voix forte, portante et autoritaire. J'ai utilisé mon bon bras pour me redresser en position assise sur mon lit d'hôpital. J'ai regardé l'homme qui m'avait élevé, l'homme qui avait payé mes gants de baseball et m'avait appris à monter à vélo. J'ai regardé l'homme qui m'avait délibérément enfermé dans une pièce en flammes pour protéger son fils préféré des tourneurs de fonds et sans valeur. Il a levé les yeux vers moi depuis sa position humiliante plaquée au sol, le visage rouge vif d'un mélange de rage impotente et d'une humiliation profonde et brisante. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que j'espérais vraiment qu'il aimait la terrible nourriture de la prison fédérale, parce que sa précieuse Rolls-Royce allait être vendue lors d'une vente aux enchères de la police locale pour payer mes factures médicales. Mais arrêter mon père dans cette chambre d'hôpital n'était que la phase 1 de l'opération. La phase 2 était la grande réunion. Malgré mes blessures physiques sévères, ma jambe cassée et la douleur vive et brûlante qui irradiait à travers ma peau brûlée, j'ai absolument insisté pour être physiquement présent lors du raid de la police sur la villa de montagne. J'avais un droit fondamental, incontestable, légal et moral de faire face à mes bourreaux lorsque leur monde soigneusement construit s'effondrait autour d'eux. Les médecins de l'hôpital ont protesté haut et fort, citant le risque massif d'infection et de blessures traumatiques supplémentaires. Mais Clara avait déjà sécurisé la garde légale en béton armé de ma tutelle médicale, annulant complètement le contrôle frauduleux précédent de mon père sur mes décisions de santé. Elle a autorisé le transport. Clara et Nadia ont organisé un transport médical spécialisé financé par des fonds privés. Les ambulanciers ont précautionneusement chargé mon fauteuil roulant lourd à l'arrière du véhicule, sécurisant les roues au plancher. Nous avons suivi de près le long convoi de véhicules tactiques de police non marqués et lourdement blindés sur les routes de montagne sombres, serpentantes et dures. Nous sommes arrivés au domaine de luxe juste après minuit. L'air était glacial, mordant ma peau exposée. La villa était un chef-d'œuvre architectural ultramoderne en verre et en acier de grande envergure, entouré de grands pins imposants. Les lumières intérieures de la propriété brillaient vivement contre le ciel nocturne de la montagne, complètement dépourvues de toute subtilité ou précaution. À travers les grandes baies vitrées panoramiques allant du sol au plafond, je pouvais clairement voir ma mère et Félix, ils ne pleuraient absolument pas ma mort tragique et incendiaire, ils fêtaient activement leur richesse et leur liberté nouvelle. Félix était assis confortablement sur un canapé en cuir blanc moelleux,
jouant à des jeux vidéo violents sur un grand écran plat avec le volume du son surround poussé à fond. Ma mère se tenait dans la cuisine de designer élégante, vêtue d'un pyjama en soie coûteux et se versant un grand verre de vin rouge millésimé à partir d'une bouteille fraîchement ouverte. Ils avaient l'air complètement détendus, totalement convaincus que leur plan maître sociopathique avait parfaitement fonctionné et qu'ils étaient intouchables. La détective Nadia s'est tenue près des portes ouvertes du camion de transport, m'a regardé pour une confirmation finale et a donné le feu vert à l'équipe tactique lourdement armée pour donner l'assaut. La police n'a pas frappé poliment à la porte d'entrée, elle a utilisé un grand bélier en acier lourd pour défoncer complètement la porte en acajou sur mesure de ses gonds renforcés. Le son a résonné dans l'air calme de la montagne comme une bombe militaire qui explose. Des dizaines d'agents de police tactique lourdement armés ont déferlé dans le salon luxueux, hurlant des ordres forts et agressifs de se mettre au sol et de montrer leurs mains. Félix a hurlé d'une terreur pure et non filtrée. Il a laissé tomber sa manette de jeu vidéo coûteuse, a levé les mains bien haut dans les airs et s'est immédiatement mis à pleurer hystériquement comme un enfant terrifié et impuissant. Il est tombé à genoux avant même qu'un officier ne le touche, sanglotant dans le tapis coûteux. Ma mère s'est écriée sous le choc et a laissé tomber son verre de vin en cristal, il s'est brisé violemment sur le sol en bois dur poli, le vin rouge foncé s'éclaboussant partout, ressemblant exactement à du sang frais se fluquant sur le bois. Une fois que la vaste pièce de vie a été complètement sécurisée et que mes deux membres de famille ont été enfermés dans de lourdes menottes en acier, forcés de s'asseoir côte à côte sur le canapé sur lequel ils venaient de se prélasser, la détective Nadia a fait signe à Clara. Clara a saisi les poignées en caoutchouc de mon fauteuil roulant et m'a fait avancer lentement à travers l'entrée principale brisée et éclatée de la villa, me poussant directement au centre du salon. L'air dans la pièce a été instantanément aspiré. Ma mère m'a fixé, sa mâchoire s'étant physiquement ouverte. Elle a arrêté de respirer. Elle a regardé mes bras lourdement bandés, ma jambe dans un épais plâtre élevé sur le fauteuil, et les cicatrices de brûlures rouges et colériques couvrant tout le côté gauche de mon visage. Pendant une brève seconde, incroyablement naïve, le petit enfant blessé encore enfoui profondément dans mon psychisme a pensé que je pourrais réellement voir une lueur de soulagement maternel sincère dans ses yeux. J'ai pensé que peut-être, au fond de la pièce la plus sombre et la plus cachée de son âme, elle serait vraiment contente que son fils aîné ne soit pas mort brûlé dans une pièce verrouillée. Je me trompais si lourdement. Le visage de ma mère s'est tordu en un masque grotesque, terrifiant, d'une haine venimeuse pure et non filtrée. Elle s'est débattue violemment contre les menottes en acier qui lui tenaient les poignets fermement derrière le dos, le métal lui coupant la peau. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son visage rouge et tordu d'une fureur absolue, et a hurlé du plus fort de ses poumons. Elle a hurlé, « Pourquoi tu n'es pas juste mort ? Tu as tout gâché. Nous étions censés être complètement libres. Espèce d'enfant égoïste, ingrat et pitoyable. Pourquoi tu n'as pas juste brûlé dans cette chambre ? » C'était le moment exact. C'était la seconde précise et définissante où le dernier maillon de chaîne en acier lourd restant de mon traumatisme d'enfance a cassé complètement en deux. J'ai regardé la femme qui m'avait mis au monde, la femme que j'avais passé 32 années d'agonie à essayer désespérément d'impressionner et d'aimer, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse profonde, pas de désir pour son affection, juste une apathie absolue, totale et glaciale. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que la vérité était entièrement au grand jour. Je me trompais si lourdement. Les retombées chaotiques au poste de police du centre-ville ont été une démonstration magistrale de la lâcheté profonde des personnes hautement toxiques. Les individus toxiques, en particulier les narcissiques profonds, sont incroyablement braves et arrogants lorsqu'ils opèrent en toute sécurité dans l'ombre, manipulant des personnes denses et confiantes qui agissent de bonne foi. Mais la seconde absolue où vous braquez un projecteur juridique massif et aveuglant sur leurs crimes et les dépouillez complètement de leur pouvoir fabriqué, ils se retournent immédiatement les uns contre les autres comme des rats affamés et désespérés piégés dans une cage en métal qui coule. Je m'assoyais silencieusement dans une salle d'observation de la police sombrement éclairée et fortement climatisée aux côtés de Clara et du détective Harrison. Nous buvions du terrible café brûlé du poste dans des tasses en polystyrène et regardions directement à travers le grand miroir sans teint alors que la détective Nadia interrogeait méthodiquement les membres de ma famille dans des salles de détention isolées et séparées. C'était magnifiquement, incroyablement pitoyable d'être témoin de la destruction complète de leurs énormes égos. Félix, l'enfant chéri qui ne pouvait absolument rien faire de mal, a craqué sous l'intense pression en moins de 10 minutes. Le jeune homme féroce et arrogant qui conduisait fièrement une Porsche argentée et volait des millions de dollars à son employeur sans une seconde pensée sanglotait maintenant violemment. Essuyant sa mort sur sa manche en soie coûteuse et suppliant agressivement les détectives pour un accord de plaidoyer clément.
Il a jeté notre père directement et sans s'excuser sous le bus proverbial pour sauver sa propre peau. Félix a pleinement reconnu le détournement de fonds d'entreprise, détaillant exactement comment il déplaçait les fonds, mais il a prétendu agressivement que notre père l'avait émotionnellement maltraité et physiquement forcé à le faire afin de couvrir d'énormes pertes financières cachées dans son portefeuille d'actions personnelles. Félix a juré sur sa vie qu'il n'avait absolument aucune idée qu'ils allaient brûler la maison avec moi enfermé à l'intérieur. Il a prétendu frénétiquement qu'il pensait que le plan maître était simplement de déclencher un petit feu maîtrisé dans mon bureau à domicile pendant que j'étais au travail, purement pour détruire les données du serveur physique. Il a littéralement pleuré pour sa maman. Il les a suppliés d'appeler son avocat, complètement inconscient du fait que son argent volé était désormais gelé par les autorités fédérales et qu'il ne pouvait pas s'offrir un défenseur public, encore moins un cabinet privé. Ma mère a été interrogée ensuite. Béatatrice a essayé d'installer agressivement le rôle classique, hautement manipulé, de la femme au foyer terrifiée et sévèrement battue. Elle s'est tenue parfaitement droite sur sa chaise en métal inconfortable, pleurant des larmes délicates et très entraînées, et a dit à la détective Nadia que Roland était un monstre terrifiant et abusif qui contrôlait agressivement chacun de ses mouvements. Elle a prétendu qu'elle était une victime impuissante et innocente qui n'avait absolument aucun accès au compte bancaire de la famille, aucune connaissance préalable de la fraude à l'assurance vie de 10 millions de dollars. Et qu'elle avait été traînée à la villa de montagne complètement contre sa volonté sous la menace de violences physiques. Elle a même eu l'audace absolue de soutenir qu'elle pensait que l'énorme argent de l'héritage était destiné à être placé sur un compte d'épargne études sécurisé pour ses futurs petits-enfants, se peignant en martyr noble et tragique essayant de protéger son patrimoine. Mais la détective Nadia n'a pas gobé un seul mot de la performance digne d'un prix, elle a juste souri d'un sourire froid, prédateur, comme un requin. Elle a fouillé dans son épais dossier Kraft et a fait glisser une pile massive de mets fraîchement imprimés et hautement incriminants directement de l'autre côté de la table d'interrogatoire en métal. C'étaient des emails provenant du compte ProtonMail complètement secret et fortement chiffré de ma mère et des emails où elle recherchait explicitement et méticuleusement quelle marque spécifique d'accélérant chimique brûlait le plus fort et le plus vite sans laisser de résidus chimiques. Facilement traçable pour le capitaine des pompiers, des emails où elle contactait agressivement un courtier immobilier offshore louche pour acheter une vaste propriété en bord de mer au Belize en utilisant le montant exact du versement projeté de ma police d'assurance vie comme à compte. Ma mère a regardé les emails imprimés éparpillés sur la table. Les larmes délicates et tragiques se sont arrêtées instantanément. La routine de la victime impuissante s'est complètement évaporée dans l'air. Son visage s'est transformé en une pierre dure, furieuse, inflexible, et elle a exigé agressivement un avocat, refusant de dire un mot de plus à la détective. Mais le choc le plus grand, le plus fracassant de toute la nuit, le rebondissement massif qui a complètement retiré le tapis de sous ma réalité déjà fragile, est venu pendant l'interrogatoire intense de mon père. Mon père est un homme fier, profondément arrogant, intensément narcissique, qui croit être la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce. Il s'est assis dans la petite salle d'interrogatoire le menton haut, refusant agressivement de parler au détective, exigeant à plusieurs reprises de voir son avocat haut de gamme, Monsieur Wallace. Mais Monsieur Wallace était un homme intelligent qui tenait à sa propre liberté, il avait déjà appelé le poste de police et avait formellement abandonné mon père comme client la seconde absolue où il avait entendu parler des accusations de tentative de meurtre au premier degré. Aucun avocat d'affaires respectable ne veut toucher à un dossier radioactif où le client fortuné est pris directement sur les caméras de sécurité de l'hôpital en train d'essayer d'injecter un poison mortel à un patient sans défense en soins intensifs. Le détective Harrison est entré dans la salle d'interrogatoire de mon père en tenant un rapport d'analyse numérique judiciaire épais et fraîchement imprimé. La division cybernétique de la police avait complètement craqué le téléphone portable fortement chiffré de mon père en utilisant un logiciel avancé. Ils avaient réussi à récupérer des mois de SMS supprimés, ciblant spécifiquement la chronologie depuis la nuit du grand incendie. Mais les messages les plus accablants n'étaient pas entre mon père et Simon, l'incendiaire engagé, les messages étaient entre mon père et l'oncle Gideon. Je me suis physiquement levé de mon fauteuil roulant dans la salle d'observation sombre, ignorant complètement la douleur vive et lancinante qui irradiait le long de ma jambe cassée. J'ai plaqué mes mains à plat contre le verre froid du miroir sans teint. L'oncle Gideon, le faiseur de paix doux et réservé, le frère aîné sage qui me tirait toujours à l'écart lors des dîners de famille, me tapotait l'épaule affectueusement et me disait d'être la personne la plus raisonnable et de pardonner la colère explosive de mon père. Le détective Harrison a lu les SMS récupérés à haute voix, sa voix résonnant dans les haut-parleurs de la salle d'observation. L'oncle Gideon n'était pas seulement un spectateur passif et innocent dans ce cauchemar, il était le véritable cerveau calculateur derrière toute l'opération criminelle.
Gideon était un ancien expert en sinistre senior pour un massif conglomérat d'assurance. Il savait exactement, jusqu'au moindre détail, comment les enquêtes agressives pour fraude à l'assurance étaient menées et comment contourner les signaux d'alarme. Gideon était celui qui utilisait ses contacts louches de l'industrie pour créer les sociétés écrans offshore introuvables afin de cacher les millions volés par Félix. Gideon était celui qui instruisait explicitement mon père sur la façon de falsifier parfaitement ma signature sur les documents d'assurance visant déclencher les alertes de fraude automatisées des souscripteurs. Et le plus hachant, le plus dévastateur dans tout cela, Gideon était celui qui avait personnellement présenté mon père au bookmaker de jeux agressifs de Simon. Gideon a orchestré tout le plan d'incendie depuis l'ombre, il savait que Simon était violemment désespéré d'argent liquide pour payer ses dettes massives, il savait que Simon avait un accès facile à ma maison et connaissait l'agencement exact de mes couloirs. Harrison a lu un SMS que Gideon avait envoyé à 1h15 précise du matin la nuit de l'incendie. Le message disait simplement « Le gamin dort. Les caméras sont hors ligne. Dis à Simon de verrouiller la porte de la chambre fermement et de craquer l'allumette. Assure-toi que le serveur fonde complètement. Je veux ma part de 30% virée sur le compte des Caïmans d'ici vendredi. » Mes genoux se sont physiquement dérobés sous moi. Clara m'a attrapé instantanément et m'a aidé doucement à me remettre en toute sécurité dans le fauteuil roulant. La trahison absolue était si profonde et absolue. J'avais l'impression que le sol en béton sous le poste de police s'était simplement évaporé dans l'air. Toute ma structure familiale élargie était une entreprise criminelle hautement coordonnée et extrêmement fonctionnelle. Chaque sourire chaleureux, chaque dîner de Thanksgiving somptueux, chaque mot doux d'oncle à neveu était une manipulation fortement calculée conçue pour me saigner complètement à blanc et finalement jeter mon cadavre carbonisé. Avant de quitter le poste pour retourner à l'hôpital, j'ai demandé à la détective Nadia exactement 5 minutes seule avec ma mère dans la salle de détention. Elle a accepté, laissant la lourde porte en métal entr'ouverte avec un officier de police armé et en uniforme debout juste dehors dans le couloir. Je me suis fait avancer lentement dans la salle d'interrogatoire froide. Ma mère a refusé agressivement de me regarder, elle fixait obstinément le mur de parpaing gris vide, sa mâchoire serrée incroyablement fort. Je ne lui ai pas crié dessus. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai parlé avec la précision glaciale et absolue d'un analyste financier senior finalisant une prise de contrôle d'entreprise hostile et sans merci. Je lui ai dit qu'elle et Roland étaient officiellement et définitivement morts pour moi. Je l'ai informé que j'avais déjà demandé à Clara de contacter une équipe impitoyable d'avocats spécialistes du civil pour déposer un procès civil massif de plusieurs millions de dollars contre toute leur succession pour détresse émotionnelle extrême, blessures physiques graves et négligence lourde. Je lui ai dit que le procès agressif viderait complètement et méthodiquement chaque centime de leurs biens restants, y compris leur maison de banlieue immaculée, leur fonds de retraite et la précieuse Rolls-Royce de Roland. Ils n'auraient plus un seul centime pour payer des avocats de la défense pénale compétents, ils seraient forcés d'utiliser des défenseurs publics épuisés et surchargés de travail. Elle a finalement tourné la tête et m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'un mélange hautement toxique et tourbillonnant de peur sincère et de ressentiment profond et inflexible. Elle a ouvert la bouche, probablement pour me jeter une autre insulte venimeuse et manipulatrice au visage, mais j'ai simplement levé ma main bandée pour l'arrêter net dans son élan. « Tu as choisi Félix » ai-je dit, ma voix étant dangereusement calme et incroyablement stable. « Tu as choisi de protéger l'enfant chéri plutôt que ma vie. J'espère qu'il appréciera profondément passer son héritage dans une cellule de prison fédérale. » J'ai fait tourner mon fauteuil roulant lourd et je suis sorti de la pièce sans me retourner une seule fois. Je l'ai laissée assise là dans le silence froid et étouffant, réalisant enfin que le fils qu'elle avait jeté à la légère dans le feu était le seul qui détenait désormais tout le pouvoir absolu. Je pensais que le cauchemar se terminait complètement. Mais la guerre juridique brutale dans la salle d'audience ne faisait que commencer. Les engrenages massifs de la justice américaine tournent incroyablement lentement. Mais quand ils prennent enfin de l'élan et vous écrasent, ils vous écrasent complètement et absolument sans miséricorde. Exactement un an après la nuit de l'incendie, je m'assoyais silencieusement au premier rang d'une vaste salle d'audience fédérale aux boiseries en chaîne lourde. Je portais un costume sombre sur mesure et ajusté. Ma jambe cassée était complètement guérie, ne laissant qu'une cicatrice chirurgicale épaisse et dentelée descendant agressivement le long de mon mollet comme un rappel permanent du saut qui m'avait sauvé la vie. Clara était assise juste à côté de moi, me serrant la main fermement, sa présence étant un point d'ancrage constant et inébranlable dans la tempête du procès. Le procès pénal a été un cirque médiatique complet et absolu.
Les chaînes de télévision locales et d'État ont immédiatement repris l'histoire, une famille de banlieue fortunée et très respectée prise la main dans le sac en train de brûler vif son propre fils qui réussissait pour couvrir un détournement de fonds d'entreprise massif et réclamer un versement d'assurance vie frauduleux de 10 millions de dollars est exactement le genre de drame criminel réel que les présentateurs de journaux télévisés rêvent de couvrir pour l'audimat. La salle d'audience était bondée chaque jour de journalistes, de curieux et d'anciens voisins qui assistaient autrefois aux fêtes fausses et somptueuses de mes parents. Mon père, ma mère, Félix et l'oncle Gideon étaient tous assis ensemble à la longue table en bois de la Défense. Ils semblaient complètement, entièrement méconnaissables par rapport aux personnes arrogantes que je connaissais autrefois. Le vernis coûteux du club privé avait entièrement disparu, remplacé par la réalité dure et brutale du système pénal. Mon père avait perdu au moins 15 kilos. Ses costumes coûteux sur mesure étaient remplacés par une combinaison de prison orange vif et trop grande. Ses cheveux s'éclaircissaient rapidement. Ma mère paraissait incroyablement âgée et creusée sans accès à ses salons et cosmétiques coûteux, ses cheveux blonds lourdement teints devenaient d'un gris négligé et maladif. Félix fixait simplement le sol d'un air absent, pleurant silencieusement et pitoyablement tout au long de la procédure, tremblant de manière incontrôlable. Gideon restait parfaitement rigide, son visage étant un masque terrifiant de défaite amère et silencieuse, réalisant que son plan maître s'était complètement effiloché. L'équipe d'accusation a été absolument impitoyable, ils n'ont pas seulement présenté un dossier juridique standard, ils ont orchestré un démantèlement total, systématique et très public de tout le patrimoine et de la réputation de ma famille. Monsieur Harrington a pris la parole à la barre des témoins le deuxième jour du procès. C'est un homme qui impose naturellement un respect et une autorité absolue dans n'importe quelle pièce où il entre. Mais le coup fatal et absolument écrasant est venu de Simon. Simon avait accepté un accord de plaidoyer massif et fortement négocié pour éviter une peine de prison à perpétuité pour tentative de meurtre. Il est entré dans la salle d'audience en portant de lourdes entraves en métal autour de ses poignets et de ses chevilles et s'est assis lourdement dans le box des témoins en bois. Il ne pouvait même pas croiser mon regard. Simon a témoigné dans des détails atroces et horrifiants sur la façon dont mon père et l'oncle Gideon lui avaient payé 50 000 $ en liquide pour qu'il me laisse dormir profondément. Il a expliqué exactement comment il avait coincé un lourd cale-porte en bois sous la poignée de la porte de ma chambre, me piégeant complètement à l'intérieur, et avait versé plus de 10 litres d'essence premium le long de la moquette du couloir. Il a témoigné que mon père lui avait spécifiquement et explicitement dit de s'assurer absolument que le feu bloque les fenêtres pour que je ne sorte pas vivant sous aucun prétexte. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Je me suis levé quand les 12 hommes et femmes sont rentrés dans la salle d'audience silencieuse. L'air était si lourd de tension qu'on aurait pu le couper au couteau. Le président du jury s'est levé et a lu les verdicts. Roland, coupable de tentative de meurtre au premier degré, crime d'incendie volontaire et fraude d'assurance fédérale massive. Béatatrice, coupable de conspiration en vue de commettre un meurtre et fraude électronique. Félix, coupable de détournement de fonds d'entreprise extrême, fraude électronique et conspiration. L'oncle Gideon, coupable de racket fédérale, conspiration en vue de commettre un meurtre et fraude d'assurance massive. Le juge fédéral n'a pas retenu une seule once de son dégoût absolu pendant l'audience de prononcer de la peine la semaine suivante. Il a regardé depuis son haut banc en bois avec un mépris absolu et non déguisé, il les a qualifiés d'individus les plus vils, les plus moralement faillis et les plus fondamentalement mauvais qu'il ait jamais vus au cours de ses 30 ans de carrière juridique sur le banc. Il a condamné mon père et l'oncle Gideon à la prison à perpétuité fédérale sans possibilité de libération conditionnelle, ils mouraient derrière ses barreaux en béton. Ma mère a écopé de 40 ans, effectivement une peine à perpétuité pour une femme de son âge. Félix, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, a été frappé de 35 ans dans un établissement de haute sécurité pour le détournement de fonds et son rôle central dans la conspiration en vue d'assassiner son propre frère. Alors que les huissiers armés s'avançaient pour leur passer les lourdes menottes en acier afin de les transporter vers la détention fédérale, mon père s'est finalement retourné et m'a regardé directement. Il a ouvert la bouche pour parler, il semblait vouloir désespérément s'excuser, manipuler mes émotions une dernière fois, supplier pour une once de miséricorde ou un soutien financier pour son compte de cantine de prison. Mais je ne lui ai pas donné la satisfaction d'un seul mot, je lui ai complètement tourné le dos, j'ai pris le bras de Clara et je suis sorti fièrement et silencieusement de la salle d'audience, sous la lumière vive et chaude du soleil d'une nouvelle vie. L'empire corrompu qu'ils avaient essayé de construire sur mes cendres était complètement et définitivement détruit, ils avaient perdu leur liberté physique, leur argent volé offshore, leurs précieuses voitures de luxe et leur réputation publique fausse soigneusement entretenue. Il ne leur restait absolument rien d'autre que les murs de béton froid de leur petite cellule de prison. Pendant ce temps, ma vie ne faisait que commencer.
Peu après la conclusion du procès, Monsieur Harrington m'a convoqué dans son vaste bureau d'anglo-parois de verre donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Il a versé 2 verres d'un bourbon âgé incroyablement cher et m'en a tendu un. Il m'a officiellement promu au poste de directeur financier de toute la division immobilière. Aujourd'hui, exactement un an après l'incendie horrible qui était censé m'effacer complètement de l'existence, je me suis tenu silencieusement devant le grand miroir en pied de la chambre principale de ma maison récemment achetée. J'ai lentement suivi du doigt les cicatrices de brûlures épaisses, dentelées et en relief qui remontent agressivement le long de mon bras droit et traversent complètement mon épaule. Pendant très longtemps après l'hôpital, je détestais absolument les regarder, je pensais qu'elles étaient un rappel permanent, les défigurant à quel point j'étais profondément désaimé et indésirable par les personnes même qui étaient biologiquement censées me protéger du monde. Mais je ne vois plus du tout les choses ainsi, ces cicatrices épaisses ne sont pas une marque de faiblesse, de honte ou de statut de victime, elles sont mon badge d'honneur absolu et incontestable. Elles sont la preuve physique et permanente que j'ai marché directement à travers les flammes rugissantes de l'enfer, conçues et exécutées par ma propre chair et mon propre sang, et que je suis sorti de l'autre côté plus fort, plus riche et infiniment plus puissant qu'ils ne le seront jamais. Avec le versement financier massif que j'ai légitimement gagné lors du procès civil agressif contre la succession lourdement liquidée de mes parents. Je n'ai pas seulement acheté une belle maison et une voiture rapide pour moi-même, j'ai pris les millions de dollars qu'ils avaient essayé de cacher cupidement sur des comptes offshore et j'ai créé une fondation de défense juridique massive et bien financée. Nous fournissons spécifiquement des avocats d'affaires puissants, des auditeurs financiers incisifs et des logements sécurisés pour les victimes d'abus financiers domestiques sévères et de manipulations familiales toxiques. Nous aidons activement les personnes vulnérables à se dépêtrer de l'emprise contrôlante et étouffante de parents narcissiques et de frères et sœurs manipulateurs et abusifs. J'ai pris l'arme exacte que ma famille utilisait constamment pour me opprimer et me contrôler, l'argent, les menaces juridiques et l'isolement financier absolu, et je l'ai transformé en un bouclier impénétrable pour les personnes qui sont actuellement piégées exactement là où je me trouvais. Autrefois, je m'assurais que personne d'autre n'aurait à affronter ce genre de ténèbres tout seul. J'ai enfin appris la leçon la plus dure et la plus douloureuse qu'une personne puisse jamais apprendre dans cette vie, la famille n'est pas toujours le sang. Parfois, le sang est juste un accident génétique aléatoire. La famille n'est absolument pas les personnes qui exigent votre sacrifice constant et épuisant tout en ne vous donnant rien d'autre que des critiques dures et une approbation conditionnelle en retour. La famille n'est pas les personnes qui vous sourient chaleureusement à la table du dîner et complotent votre destruction financière et physique absolue derrière des portes closes juste pour sauver leur propre peau. La famille, c'est la femme forte qui introduit clandestinement un téléphone jetable prépayé dans une chambre d'hôpital étroitement gardée pour que vous puissiez vous battre contre vos bourreaux. La famille, c'est la détective courageuse qui risque sa propre carrière professionnelle pour vous chuchoter la vérité terrifiante à l'oreille quand vous êtes au plus faible. La famille, ce sont les personnes qui se tiennent fièrement et loyalement à vos côtés quand votre monde entier brûle jusqu'au sol, et qui vous aident à en reconstruire méticuleusement un nouveau à partir des cendres. Je ne désire plus la validation ou l'approbation d'un père qui me considérait strictement comme un actif financier jetable. Je ne veux plus et n'ai plus besoin de l'amour d'une mère qui voyait mon existence comme un simple obstacle à son mode de vie de luxe. J'ai complètement coupé l'infection pourrie de ma vie, et ce faisant, j'ai enfin trouvé une paix absolue et inébranlable. Je me réveille chaque matin à côté d'une femme qui m'aime vraiment, et je vais travailler à un poste où je suis respecté pour mon intégrité, pas pour ma capacité à couvrir des crimes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire profondément personnelle aujourd'hui. Je sais qu'elle est incroyablement sombre et je sais qu'il est presque impossiblement dur de croire que des parents puissent faire quelque chose d'aussi mauvais à leur propre enfant, mais cela arrive bien plus souvent qu'on ne le réalise dans ce monde. Les dynamiques familiales toxiques et les abus narcissiques prospèrent entièrement dans le silence et le secret, ils reposent lourdement sur le sentiment mal placé de loyauté familiale de la victime, une honte profonde et la peur d'être seul pour s'en tirer avec un meurtre absolu. Si vous ne retenez absolument rien d'autre de mon expérience, retenez exactement ceci, vous êtes entièrement, complètement autorisé à poser des limites dures et sans compromis avec les membres toxiques de votre famille. Vous ne devez à personne votre santé mentale, votre sécurité financière chèrement acquise ou votre vie simplement parce qu'il se trouve que vous partagez le même nom de famille ou la même lignée sanguine. Éloignez-vous avant qu'ils ne vous traînent dans les flammes avec eux. Vous méritez de vivre une vie exempte de manipulation, exempte de peur et exempte du lourd fardeau d'essayer de gagner l'amour de personnes incapables de le donner. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un parent toxique pour votre propre survie de base? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.